Je m'appelle Jack. J'ai 35 ans maintenant, mais je pense à mon enfance plus souvent que je ne voudrais l'admettre. J'ai grandi dans un petit village, dans une maison modeste, du genre avec des planchers qui craquent et des murs trop fins pour garder des secrets. Mes parents, Robert et Linda, étaient ce que vous appelleriez traditionnels. Papa travaillait de 9 à 5 dans une quincaillerie locale, tandis que maman restait à la maison pour s'occuper de la maison. Cela semble idyllique, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vous l'aviez vécu. J'ai une sœur cadette, Mélanie, 7 ans de moins que moi. En apparence, elle était parfaite, des boucles blondes, des fossettes et un sourire qui faisait fondre les adultes. Pour mes parents, c'était un ange. Pour moi, c'était le chaos enveloppé de rubans roses. Depuis que je me souviens, ma vie a été une succession de responsabilités. J'étais celui qui nettoyait la cour, sortait les poubelles et allait au magasin lors des tempêtes hivernales parce que, tu es l'aîné, Jack. Mes corvées ont commencé quand j'avais peut-être 6 ans, et elles ne se sont accumulées qu'au fur et à mesure que je grandissais. Pendant ce temps, Mélanie ne pouvait rien faire de mal. Je n'exagère pas quand je dis qu'une fois, elle a cassé le vase préféré de maman en courant dans le salon, mais au lieu de la réprimander, papa a dit « Ce n'est qu'une enfant, Jack. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée ?» D'une manière ou d'une autre, c'était toujours de ma faute. Vers l'âge de 10 ans, j'ai compris le jeu. Mes parents avaient 2 ensembles de règles, un pour moi et un pour Mélanie. Je devais faire la vaisselle et obtenir de bonnes notes, tandis que Mélanie, par quelque miracle, était trop jeune pour aider. Chaque fois que je me plaignais, j'entendais la même chose, sois un bon grand frère, Jack. Elle t'admire. Elle ne m'admirait pas. Elle me tourmentait. Mélanie était le genre de fille qui savait exactement comment pleurer quand cela lui convenait. J'étais en train de construire quelque chose avec mes Legos, et elle entrait en tapant du pied, les jetait et puis courait vers maman en criant « Jack m'a poussé ». Avant même que je puisse me défendre, la ceinture de papa frappait la table, et je savais que j'allais en prendre pour mon grade. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il y a eu un incident quand j'avais 12 ans. J'avais économisé pendant des semaines pour acheter un nouveau gant de baseball. Mes parents ne me donnaient pas de salaire, alors je gagnais de l'argent en déblayant les entrées des maisons en hiver et en tondant la pelouse en été. Je gardais mes économies dans une vieille boîte de conserve sous mon lit. Un jour, Mélanie est entrée dans ma chambre pendant que j'étais chez un ami et a emprunté mon argent, tout, pour s'acheter une poupée. Quand je l'ai appris, j'étais furieux. Je l'ai confrontée devant mes parents. Elle m'a regardé avec ses grands yeux de crocodile et a dit « Je pensais que je le gardais pour moi. » Et ils l'ont cru. « Tu n'as pas besoin d'être aussi égoïste, Jack, » a dit maman. « C'est ta sœur. »« C'est une enfant, Jack, » a ajouté papa. « Ne sois pas si dur avec elle. » Mélanie ne s'est même pas excusée. Elle a simplement souri comme si elle avait gagné. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que personne ne me défendrait jamais. L'école n'était pas beaucoup mieux. Au moment où j'étais au lycée, j'ai pris l'habitude de garder les choses pour moi. Je n'étais pas populaire, mais je n'étais pas non plus un paria total. Juste un enfant qui se fondait dans les murs. Les professeurs m'aimaient bien parce que j'étais calme et que je faisais mes devoirs. Mais à la maison, mes notes n'étaient jamais assez bonnes pour mes parents. Si tu passais moins de temps à être paresseux, tu obtiendrais des notes exceptionnelles comme ton cousin James, disait papa. J'ai travaillé plus dur, en espérant qu'ils le remarqueraient. Ils ne l'ont pas fait. Mélanie, quant à elle, est devenue la chouchoute de la famille. Elle était amusante, charmante et manipulatrice d'une manière que moi seul semblais remarquer. Elle pleurait auprès de maman quand elle ne la laissait pas gagner aux jeux de société. Elle me dénonçait quand je l'ignorais. Une fois, elle a menti à mes parents en leur disant que je l'avais frappée. J'ai été punie pendant 2 semaines, et papa m'a fait la morale sur le fait que les hommes ne frappent pas les femmes. Je ne l'ai même pas touchée. J'avais l'impression de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne faisait même pas d'efforts. Puis est venue la nuit où tout a explosé. J'avais 17 ans, Mélanie 10. Maman et papa sont sortis dîner pour leur anniversaire, me laissant en charge d'elle. J'ai dit à Mélanie de ne pas entrer dans ma chambre. Je ne sais même pas pourquoi je me suis donné la peine de le lui dire, elle entrait toujours dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte cette fois-ci.
1 heure plus tard, elle a commencé à crier. Fort. C'était effrayant. J'ai couru hors de ma chambre pour la trouver assise par terre dans la cuisine, les larmes coulant sur son visage, entourée de morceaux de verre brisés. Une des assiettes en cristal de maman était en miettes à ses pieds. « Que as-tu fait ?» ai-je demandé, paniquée. Elle m'a regardée, avec ses fausses larmes aux yeux, et a murmuré « Je voulais mettre la table pour toi. » Avant même que je puisse poser d'autres questions, maman et papa sont entrés par la porte d'entrée, étant rentrés plus tôt que prévu. J'ai essayé d'expliquer, mais les sanglots de Mélanie m'ont étouffée. « Tu l'as laissé jouer avec des objets en verre » a crié maman. « Je ne l'ai pas laissé. Je ne le savais même pas. »« Jake, va dans ta chambre. » La voix de papa était tonitruante. Je me suis assis sur mon lit, tremblant, tandis que Mélanie recevait tous les câlins et le réconfort. Ils ne se sont même pas souciés du fait que j'avais moi aussi peur. Peur de la confiance aveugle que mes parents avaient en ces mensonges. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai commencé à prendre mes distances. Quand je suis partie à l'université, j'ai pensé que j'allais enfin échapper au double standard. Mais les appels téléphoniques à la maison étaient pleins de nouvelles sur Mélanie. Ta sœur a obtenu un rôle dans la pièce de théâtre de l'école, les amis de Mélanie adorent venir. Elle est tellement populaire. Pendant ce temps, je jonglais avec un travail, les cours et des prêts étudiants écrasantes. Mes parents ne m'ont jamais posé de questions, ne m'ont jamais envoyé de colis d'aide, ne m'ont même pas rendu visite. Ils s'attendaient à ce que je sois bien. Mélanie a reçu une voiture pour son 16e anniversaire. J'ai acheté ma première voiture à 25 ans, avec des années d'économie. Quand j'ai signalé cela une fois lors d'un dîner de Noël, papa a dit « La vie n'est pas juste, Jake. Habitue-toi. » À 35 ans, je me suis rendu compte de ceci, mes parents ne m'ont jamais vu comme une personne. J'étais un outil, quelqu'un qui portait leurs attentes. Mélanie était leur fille d'or, leur fierté et leur joie. Et encore maintenant, rien n'a changé. Elle a 28 ans, elle vit toujours à la maison, travaillant à temps partiel parce que c'est difficile de trouver quelque chose qu'elle aime. Maman cuisine pour elle, papa paie sa facture de téléphone, et moi, j'existe simplement quelque part au fond. La dernière fois que j'ai rendu visite à la maison, quelque chose d'étrange s'est produit. C'était l'anniversaire de Mélanie, et j'ai conduit à contre-cœur les 2 heures pour assister à sa fête. Quand je suis entrée par la porte, Mélanie était entourée d'amis, de ballons et d'un énorme gâteau. Mes parents m'ont embrassée, mais c'était le genre d'étreinte que vous faites à une connaissance. « Jake. Je ne pensais pas que tu viendrais », a dit Mélanie avec un sourire. Avant même que je puisse répondre, elle s'est penchée plus près et a murmuré « Tu as apporté un cadeau ? Ou es-tu toujours aussi radin ?» Je suis restée bouche bée. Mes parents ne l'ont pas entendu, bien sûr. Je lui ai remis une carte avec de l'argent liquide et je suis allée à la cuisine chercher une boisson. Je ne pouvais pas continuer à regarder son visage suffisant. Ce soir-là, je suis partie tôt. Je n'ai plus parlé à Mélanie depuis. Maintenant, assis ici à 35 ans, je suis toujours en train de démêler mon enfance. Le double standard m'a façonné. Je lutte contre les limites, la confiance et la croyance que je suis assez bon. Je ne hais pas Mélanie. Je l'envie. J'envie la facilité avec laquelle sa vie a été, comment elle n'a jamais eu à se battre pour le respect. Et mes parents ? Je ne sais pas s'ils comprendront un jour combien de dégâts ils ont causés. Peut-être qu'ils ne le feront jamais. J'étais à moitié dans mon café du samedi matin quand mon téléphone a sonné. Il était tôt, trop tôt pour les appels informels. Et quand j'ai vu le nom de maman, Carole, clignoter à l'écran, j'avais déjà un mauvais pressentiment. Maman n'appelait jamais à moins d'avoir besoin de quelque chose. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité et la culpabilité ont gagné. J'ai glissé mon doigt pour répondre. « Bonjour, maman. » Jake, sa voix était tendue, à bout de souffle. « Dieu merci que tu aies répondu. J'ai besoin de te parler. C'est important. » D'accord, j'ai posé ma tasse, me préparant. « Qu'est-ce qui se passe ? » C'est Mélanie, a-t-elle dit rapidement, sa voix tremblant de cette manière exagérée que j'avais entendue trop de fois. Elle est en difficulté. Elle a fait quelques erreurs,
et nous ne savons tout simplement pas quoi faire. Voilà, le deuxième, nous. J'ai baissé la tête et j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement du problème de Mélanie. Il s'agissait de moi. Je n'ai rien dit, la laissant remplir le silence. Elle doit de l'argent, Jake, a finalement dit maman, avec un souffle tremblant ponctuant les mots. 85 000 $. Aux mauvaises personnes. À de très mauvaises personnes. J'ai cligné des yeux. 85 000 $? Oui, maman l'a pratiquement crié, comme si répéter le nombre le plus haut le rendait plus petit. Il n'arrête pas de l'appeler. Elle est terrorisée. Ton père et moi sommes terrorisés. Nous ne savons pas quoi faire. Je n'ai pas répondu. Que devais-je dire? 85 000 $ n'était pas une erreur, c'était une catastrophe calculée. Jake, a insisté maman. Tu m'écoutes? Je t'écoute, ai-je dit uniformément. Comment se fait-il que quelqu'un comme Mélanie accumule une dette de 85 000 $ auprès de personnes dangereuses? Jake, elle, s'est retrouvée dans une mauvaise situation, bon. Peu importe maintenant comment cela s'est produit. Ce qui compte, c'est qu'elle est en danger. Elle est toujours en danger, maman, ai-je répondu froidement. D'une manière ou d'une autre, elle est toujours la victime, et je suis toujours celui qu'on appelle pour arranger les choses. Ne commence pas avec ça, a rétorqué maman. Ce n'est pas une question de passé. C'est une question de présent. Elle pourrait être blessée, Jake. Ces gens sont sérieux. Ils ont dit que... Sa voix s'est brisée et j'ai pu l'entendre sangloter de façon dramatique. J'ai roulé des yeux, même si elle ne pouvait pas le voir. Ils ont dit quoi, ai-je demandé, me mordant l'intérieur de la joue. Ils ont dit qu'ils la blesseraient, a-t-elle murmuré. Ou pire. Ils veulent son argent. Ils se fichent de comment ils l'obtiendront. Je n'ai pas douté une seconde que Mélanie devait de l'argent aux gens. Elle avait toujours été imprudente en matière de finances. Mais 85 000 $? Qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire? Des jeux d'argent? De la drogue? Je ne voulais même pas le savoir. Tu veux que je l'aide financièrement, n'est-ce pas, ai-je dit sèchement. Jake, s'il te plaît, la voix de maman a adopté ce ton suppliant familier qui fonctionnait toujours sur moi quand j'étais enfant. Tu es son frère. La famille s'entraide. Tu as des économies, n'est-ce pas? Tu peux l'aider. J'ai ri amèrement. La famille s'entraide? C'est drôle, maman. Parce que la seule fois où j'entends parler de cette famille, c'est quand elle a besoin de quelque chose. Jake, a-t-elle haleté, comme si je l'avais giflé. Comment peux-tu dire ça? Parce que c'est vrai, ai-je rétorqué. Où était Mélanie quand je travaillais à 2 emplois pour payer l'université? Où étiez-vous quand j'ai demandé de l'aide pour mon premier appartement? Nulle part. Mais vous vous précipitez toujours vers moi quand elle se plante. C'est ta sœur, Jake, a dit maman fermement, élevant la voix. Tu es censé t'inquiéter pour elle. Tu es censé la protéger. Non, maman, je ne suis pas censé faire quoi que ce soit. Jake, s'il te plaît, a-t-elle dit à nouveau, cette fois d'une voix plus basse, la voix brisée. Tu ne comprends pas. Elle a peur. J'ai peur. Je t'en prie. Si tu ne l'aides pas, elle pourrait mourir. Ces gens sont sérieux. Elle trouve toujours quelqu'un pour la sauver, ai-je dit froidement. Cette fois, ce ne sera pas moi. Jake, a pleuré maman. Comment peux-tu être aussi insensible? Aussi indifférent à ta propre famille? À ta propre sœur? Indifférent. Ce mot m'a frappé plus fort qu'il ne le devrait. Toute ma vie, j'avais été tout sauf indifférent à ma famille. J'avais été celui qui s'inquiétait, celui qui faisait tout ce qu'on me demandait. Et pourquoi? Pour être le mauvais fils maintenant, parce que j'ai finalement dit non? J'ai respiré profondément. Je ne vais pas l'aider, maman. Cette fois, non. Il y a eu une longue pause de l'autre côté. Tu vas le regretter, a-t-elle finalement dit, d'une voix froide. Un jour, quand quelque chose de terrible arrivera, tu regretteras de ne pas l'avoir aidé. Peut-être, ai-je dit. Mais pas autant que je regretterais de me laisser manipuler à nouveau. J'ai raccroché.
Le reste de la journée s'est senti surréaliste. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des textos de maman, des messages vocaux de papa, même quelques messages de Mélanie elle-même. Le premier message de Mélanie: Jek, s'il te plaît, je t'en prie, j'ai peur, tu es le seul qui puisse m'aider. Je n'ai pas répondu. Le deuxième: qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ta sœur, vas-tu vraiment me laisser souffrir? Je n'ai toujours pas répondu. Pour le troisième message, elle s'est délestée des gants: tu es un connard égoïste, Jek, maman et papa ont raison à ton sujet, tu ne t'occupes de personne d'autre que de toi-même. Je l'ai effacé sans lire le reste. Ce soir-là, mon ami Kyle est venu avec un paquet de cibières. Je lui avais envoyé un texto plus tôt, en disant que j'avais besoin d'une distraction. Kyle était l'une des rares personnes en qui j'avais confiance, direct, sensé et quelqu'un qui avait vécu son propre drame familial. Qu'est-ce qui se passe, mec, a-t-il demandé, s'affaissant sur mon canapé et ouvrant une bière. Drame familial, ai-je dit, me frottant les tempes. Mélanie est à nouveau en difficulté. Maman m'a appelé ce matin, me suppliant de la sauver. Kyle a levé un sourcil. Quel genre de problème? Elle doit 85 000 $ à des gens dangereux. Kyle a sifflé. Ce n'est pas de la petite monnaie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Des jeux d'argent? De la drogue? J'ai haussé les épaules. Je n'ai pas demandé. Honnêtement, je m'en fiche. Kyle a pris une gorgée de sa bière, m'étudiant. Tu leur as dit non, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, je suis le méchant. Maman m'a traité d'insensible. Mélanie m'a traité de connard égoïste. Typique, a murmuré Kyle. Tu n'es pas égoïste, mec. Ils sont simplement habitués à ce que tu sois leur filet de sécurité. Tu as fait ce qu'il fallait. On dirait pas, ai-je admis. Bien sûr que si. Ils sont bons pour te manipuler avec la culpabilité. C'est ce qu'ils font. Mais tu n'es pas responsable de leurs erreurs, Jek. C'est une adulte. J'ai hoché la tête, mais cela ne m'a pas fait sentir mieux. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée au lit à regarder le plafond, répétant l'appel téléphonique dans ma tête. Les mots « elle pourrait mourir » résonnaient encore et encore. Même si je détestais l'admettre, l'idée que Mélanie soit réellement blessée, ou pire, me retournait l'estomac. Mais ensuite, je pensais à toutes les fois où elle avait menti, manipulé et m'avait entraîné dans ses problèmes. Elle m'avait volé, m'avait blâmé et m'avait puni pour des choses que je n'avais pas faites. Elle n'était pas innocente. Elle ne l'avait jamais été. Pourtant, je me sentais mal. 2 jours plus tard, les appels ont cessé. C'est alors que j'ai commencé à m'inquiéter. Maman et papa étaient des personnes persistantes. Ils n'abandonnaient pas comme ça. Je me suis demandé si quelque chose s'était passé, mais j'ai écarté l'idée. Si c'était vraiment grave, quelqu'un me l'aurait dit, non? J'étais au travail quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, mais l'instinct m'a dit de répondre. Allô? Il y a eu une pause, puis une voix basse et inconnue a dit, c'est Jake Parker? Je suis restée glacée. Qui demande? Tu ne me connais pas, mais je connais ta sœur, a dit l'homme. Elle est en difficulté. Elle a mentionné que tu pourrais peut-être l'aider. Mon sang s'est glacé. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, ai-je dit prudemment, agrippant le bord de mon bureau avec ma main. Ta sœur nous doit beaucoup d'argent, a dit l'homme calmement. Et nous ne sommes pas des gens patients. Si tu tiens à elle, tu paieras. Vite. C'est une femme adulte, ai-je rétorqué. Sa dette n'est pas mon problème. L'homme a ri entre ses dents, un son sourd et sinistre. Peut-être pas. Mais si tu ne l'aides pas, ça va devenir son gros problème. Le silence après cet appel téléphonique menaçant a duré un jour. Un jour. C'est le temps que j'ai eu pour faire semblant que ma vie était normale. Je suis allée travailler, je suis rentrée à la maison et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas mon problème. Mélanie était seule cette fois-ci. Puis les messages ont commencé. Le texto de ma mère est arrivé en premier. Jake, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi cruel, Mélanie est en danger réel et tu restes là assis sans rien faire,
Qu'est-il arrivé? Tu te préoccupais de la famille. Je n'ai pas répondu. Mon pouce planait sur le clavier, mais je ne voulais pas lui donner la satisfaction de savoir que cela m'avait affecté. Quelques minutes plus tard, ta sœur dit que tu vas bien financièrement, que tu as des économies, est-ce trop demandé? C'est 85 000 $, Jake, pour lui sauver la vie. Cette dernière ligne m'a fait mal. Pour lui sauver la vie. Comme si c'était un fait, une vérité indiscutable. Jake pouvait sauver Mélanie, et il choisissait de ne pas le faire. 1 heure plus tard, mon père s'est joint à la conversation. Jake, ta mère est malade à cause de ça, malade, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas dormir, la vie de Mélanie est en jeu et tu agis comme si tu t'en fichais, on t'a élevé mieux que ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer. On m'a élevé mieux? Non, on m'a élevé pour être le paillasson de la famille. Mon silence avait été leur outil préféré pendant des années, mais cette fois, je n'allais pas me taire. J'ai répondu, Mélanie s'est retrouvée dans ce pétrin toute seule, pas moi. Je ne suis pas ton guichet automatique. En moins d'1 minute, papa a répondu, tu crois être meilleur que nous maintenant parce que tu as un bon travail? Souviens-toi d'où tu viens, Jake. La famille s'entraide. Tu devrais avoir honte de toi. Le soir, Mélanie elle-même a décidé de se joindre à la conversation. Contrairement à maman et papa, elle a sauté les politesses et est allée directement à la jugulaire. Tu es riche, Jake, ne fais pas semblant que tu ne le es pas, 85 000, ce n'est rien pour toi, rien, pourquoi es-tu aussi stupide à ce sujet? Je suis restée bouche bée. Riche? Elle pensait que j'étais riche? Bien sûr, j'avais travaillé dur pour en arriver là où j'étais. J'avais un travail stable, un appartement modeste et quelques économies, mais je ne nageais pas dans l'argent. Et même si je l'avais fait, pourquoi lui donnerais-je un sou à quelqu'un comme elle? Elle ne s'est pas arrêtée là. Tu es égoïste, c'est ça, tu as toujours été jaloux de moi et maintenant tu vois l'occasion de me punir, tu es pathétique. Je n'ai pas répondu. Elle ne le méritait pas. Mais les messages continuaient à arriver, implacables. Comment peux-tu vivre avec toi-même, Jake? Tu vas le regretter quand quelque chose lui arrivera, j'espère que tu dormiras bien en sachant que tu laisses ta petite sœur souffrir. Dormir bien? Je ne dormais pas du tout. Mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes, chaque message était une gifle. Je l'ai mis en silencieux et je l'ai rangé dans un tiroir, mais cela n'a pas empêché mon esprit de reproduire chaque mot. Le lendemain, les choses se sont intensifiées. Je suis allée déjeuner au café près de mon bureau, essayant de me détendre, quand ma carte a été refusée. Confus, j'ai essayé à nouveau. Le même résultat. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier mon compte bancaire, et mon estomac s'est rétracté. Un gros retrait avait été effectué, 20 000 $. Sauf que je n'avais rien retiré. Le cœur battant, j'ai appelé ma banque. Après avoir navigué à travers une infinité de messages automatiques, j'ai finalement communiqué avec une femme nommée Amanda. Monsieur, il semble que quelqu'un ait essayé de retirer 20 000 $ de votre compte hier, a-t-elle expliqué. La transaction a été signalée en raison de documents suspects. Nous avons congelé votre compte temporairement. Mes mains tremblaient. Documents suspects? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une tentative d'utilisation d'une pièce d'identité qui ne correspondait pas aux données exactes du titulaire du compte, a-t-elle dit. Cela fait l'objet d'une enquête actuellement, mais vous devrez vérifier votre identité en personne pour décongeler le compte. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Pouvez-vous me dire où cela s'est produit? Était-ce local? Oui, monsieur. La tentative de retrait a été effectuée dans une succursale du centre-ville. Je le savais. Je savais qui c'était avant même qu'elle ne le dise. Merci, ai-je murmuré, et j'ai raccroché. Je me suis assis dans ma voiture devant la banque, l'esprit en tourbillon. Quelqu'un, Mélanie? Mes parents? Ils avaient essayé de me voler. Ce n'était pas seulement de la manipulation ou de la culpabilisation. C'était un crime. J'ai pensé au texto de Mélanie, où elle me traitait de « riche », à son amertume, à son droit. Cela m'a rendu malade. Je ne pouvais pas prouver que c'était elle encore, mais je le savais, au fond, je le savais. Plus tard ce soir-là, mon téléphone a sonné.
C'était Mélanie. Je ne voulais pas répondre, mais je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait, a-t-elle dit immédiatement, d'une voix frénétique. Mon sang s'est glacé. Tu n'as pas fait quoi, Mélanie? Je n'ai pas essayé de te prendre l'argent. Maman a dit que tu crois que je l'ai fait, mais je te jure que non. Tu dois me croire. Curieux, ai-je dit. Je n'ai jamais dit à maman que quelqu'un avait essayé de me prendre de l'argent. Comment le savait-elle? Silence. Mélanie, ai-je dit brusquement. Elle a respiré avec tremblement. Maman a dit qu'elle supposait. Elle a juste supposé, Jake. Tu mens, ai-je dit catégoriquement. Et tu es mauvaise en ça. Je le jure, a-t-elle crié. Je ne l'ai pas fait. Alors, qui l'a fait, ai-je rétorqué. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai marché dans mon appartement, repassant les événements encore et encore. J'ai pensé à appeler la police, mais que leur dirais-je? Ma sœur aurait pu essayer de me voler, mais je ne peux pas le prouver. À minuit, j'ai finalement cessé de marcher assez longtemps pour m'asseoir au bord de mon lit. Mon téléphone a vibré. Un autre message de papa, ta sœur nous a parlé de la banque. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit que tu l'accusais de vol. C'est répugnant. Tu ne fais plus partie de la famille. J'ai regardé l'écran. Tu ne fais plus partie de la famille. C'était comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Pendant des années, j'avais marché sur une corde raide, étant leur bouc émissaire, leur solutionneur, celui qui restait silencieux pendant qu'ils louaient Mélanie. Et maintenant, parce que j'ai dit non, je ne faisais plus partie de la famille. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le lit et j'ai enfoui mon visage entre mes mains. Le lendemain matin, je suis allée à la banque pour terminer l'enquête. La gérante, une femme au visage impassible d'une quarantaine d'années nommée Karen, m'a montré les faux documents qu'ils avaient utilisés. Une photocopie du permis de conduire, a-t-elle expliqué, la faisant glisser sur la table. J'ai regardé l'image. Mon nom y était, mais la photo n'était pas la mienne. Cependant, le visage me semblait familier. Trop familier. C'était un type nommé Ryan Baxter, le petit ami intermittent de Mélanie. J'ai senti une vague de nausée. Je n'ai même pas attendu le week-end. Au moment où j'ai eu la confirmation que le petit ami de Mélanie, Ryan, avait été impliqué dans la tentative de vol de mon compte bancaire, j'ai pris le reste de ma journée de congé au travail. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je n'ai prévenu personne. Je suis montée dans ma voiture, j'ai serré le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches et j'ai conduit directement chez mes parents. Parce que, bien sûr, Mélanie vivait toujours là. La rage bouillonnait en moi, chaude et étouffante. J'en avais assez de ces jeux, assez d'être manipulée, de me faire mentir et de me faire traiter comme une banque qui ne fermait jamais. Cette fois, j'avais besoin de réponses. Le trajet a été flou. Quand je suis arrivée à leur entrée, le soleil était bas dans le ciel. La maison n'avait pas changé depuis que j'étais enfant, la même peinture écaillée, la même chaise en plastique pour la pelouse vide sur le porche. La voir m'a retourné l'estomac. J'ai monté les escaliers et j'ai appelé, non, je n'ai pas appelé, j'ai frappé. Il a fallu une minute entière pour que la porte s'ouvre. Mélanie était là avec un pantalon de survêtement et un sweat à capuche, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Ses yeux se sont ouverts grands lorsqu'elle m'a vue. Oh, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu fais ici? Où sont maman et papa? Ai-je demandé, ignorant sa question. Ils sont sortis dîner ou quelque chose comme ça, a-t-elle murmuré, puis elle a croisé les bras. Pourquoi? Je l'ai poussée et je suis entrée dans la maison sans attendre d'invitation. L'odeur m'a immédiatement frappée, comme un mélange de café rance, de vieux tapis et de restes de plats à emporter. L'endroit semblait encore plus petit que je ne m'en souvenais. Jake. Mais qu'est-ce que... Tu ne peux pas entrer comme ça, a rétorqué Mélanie, se tournant pour me regarder. Je me suis tournée vers elle. Assieds-toi. Quoi? M'asseoir? Ma voix est sortie basse et dangereuse, comme un grognement. Pour une fois, Mélanie a semblé surprise. Elle s'est affaissée au bord du canapé usé, les bras toujours croisés comme un bouclier. Je suis restée debout,
m'imposant sur elle. Tu sais pourquoi je suis là, ai-je dit froidement. La banque. L'argent volé. Ses yeux se sont détournés sur le côté pendant une demi-seconde. Culpabilité. Je l'ai capté, et ma colère a augmenté. Je n'ai pas pris ton argent, a-t-elle dit rapidement, d'une voix trop aiguë pour être convaincante. Non. Alors peut-être peux-tu expliquer comment Ryan Baxter, ton petit ami raté, est celui qui a essayé de retirer 20 000 $ de mon compte. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Ne te donne pas la peine de mentir, ai-je rétorqué. Le bureau m'a montré la pièce d'identité qu'il a utilisée. Il ne s'est même pas donné la peine d'utiliser un faux nom, juste une photocopie avec mon nom et sa photo collée dessus. Tu crois que je suis aussi stupide que ça, Mélanie? Elle a avalé sa salive avec difficulté, le visage pâle. Puis elle a essayé de jouer les innocentes. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. J'ai éclaté de rire. Ah bon? Non, a-t-elle insisté, élevant la voix. Ryan l'a fait tout seul. Je n'y suis pour rien. J'ai fait un pas de plus près. Alors, ce que tu me dis, c'est que Ryan, tout seul, a décidé de m'attaquer de nulle part? Qu'il connaissait d'une manière ou d'une autre mon nom complet, la succursale de la banque et suffisamment de détails pour le faire? Sa lèvre a tremblé. Il a dû m'entendre parler à maman et papa de toi. Je ne sais pas, Jake. Arrête de me blâmer. Et voilà. La mention de mes parents. Mon sang s'est glacé. Parler à maman et papa, ai-je répété lentement. À propos de moi? Qu'est-ce que tu leur as dit exactement, Mélanie? Elle a bougé mal à l'aise, regardant ses mains. Réponds-moi, ai-je crié. Elle a sursauté. Puis elle a lancé, bon. Oui, d'accord. Maman et papa m'ont incité à le faire. La pièce est tombée silencieuse. Je l'ai fixée, sentant que le sol avait disparu sous mes pieds. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle m'a regardé avec défi, comme si, d'une manière ou d'une autre, elle était la victime ici. Maman et papa pensaient que tu céderais sous la pression. Ils ont dit que tu t'effondrerais si tu pensais que j'étais en danger. Ils voulaient que je convainque Ryan d'essayer quelque chose. Je me suis sentie malade. Tu me dis que nos parents t'ont demandé de me voler? Elle a haussé les épaules, comme si ce n'était pas grand-chose. Pas voler. Juste te faire peur pour que tu aides. Tu es riche, Jake. Tu peux te le permettre. J'ai serré les poings sur les côtés. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis riche, Mélanie? Qui t'a mis ça dans la tête? Maman, a-t-elle dit catégoriquement. Elle m'a dit que tu as un gros compte d'épargne, un coussin, elle l'a appelé. Elle a dit que c'est égoïste de ta part de ne pas partager avec la famille quand nous en avons besoin. Égoïste, ai-je répété d'une voix tremblante. Tu crois que je suis égoïste? Je me suis défoncée pour tout ce que j'ai tandis que toi, tu étais assise ici sans rien faire. Je faisais des quarts de 12 heures à l'université pour payer le loyer, et maintenant tu crois que tu peux me le prendre comme ça? Elle s'est levée soudainement, le feu dans les yeux. Oh, ne fais pas le saint, Jake. Tu crois être meilleur que nous autres juste parce que tu as eu de la chance? Parce que tu as eu un travail et que tu as économisé de l'argent? Tu n'aurais rien si ce n'était pas pour maman et papa. Je l'ai regardé, stupéfait. De quoi parles-tu, bordel? Elle a souri avec suffisance, croisant à nouveau les bras. Maman et papa t'ont élevé, t'ont nourri, t'ont donné un toit. Si ce n'était pas pour eux, tu ne serais rien. Tu leur dois tout ce que tu as. Ma vision est devenue floue et rouge. J'ai respiré profondément, essayant de me contrôler. Ils ne m'ont pas élevé, Mélanie. Ils m'ont utilisé. Il y a une différence. Maman a commencé à pleurer, avec de forts sanglots théâtraux que j'avais vus trop de fois pour les prendre au sérieux. Elle s'est laissée tomber sur mon canapé, agrippant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Jake, s'il te plaît, a-t-elle pleuré. Nous sommes une famille. Mélanie est en danger. Si tu laisses ça lui arriver, comment vivras-tu avec toi-même? Comment vivrez-vous avec vous-même, ai-je répondu, la voix tremblante de colère. Vous êtes ceux qui l'ont incité à me voler. Vous saviez qu'elle et Ryan ont essayé de retirer 20 000 $ de mon compte,
n'est-ce pas? Maman a détourné le regard, sans rien dire. Le silence de papa était encore plus éloquent. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Vous êtes répugnant. Vous le savez? Vous n'avez pas seulement ruiné Mélanie. Vous essayez de me ruiner aussi. Pourquoi? Parce que j'ai dit non. Parce que je me suis enfin opposée? C'est ta sœur, a dit papa avec obstination, comme si cela justifiait tout. Et je suis ton fils, ai-je rétorqué. Mais ça ne vous importe pas, n'est-ce pas? Vous ne vous souciez que d'elle. Vous vous êtes toujours plus soucié d'elle. Le visage de papa est devenu rouge. Bien, a-t-il dit, d'une voix basse et dangereuse. Si tu vas tourner le dos à cette famille, alors tu n'en fais plus partie. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel, ai-je demandé, même si j'avais déjà une idée. Ça veut dire que nous allons t'exclure du testament, a-t-il dit froidement. Nous ne te laisserons pas un sou. Tout ira à Mélanie. Je l'ai regardé, stupéfait. Tu crois que je me soucie de ton héritage? Ma voix est sortie dans un rire tremblant. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'en ai jamais eu besoin. Je ne veux pas un seul maudit sou. Ne sois pas stupide, Jake, a dit maman, s'essuyant les fausses larmes. Cet argent pourrait t'aider un jour. Tu es irrationnel. Irrationnel, ai-je répété, hochant la tête. Non. Ce qui est irrationnel, c'est que vous veniez ici, exigeant de l'argent, me menaçant et agissant comme si j'étais le problème. J'en ai assez, de vous, de Mélanie, de tout. Jake, non. Je l'ai interrompu. Dehors. Maman m'a regardé comme si je l'avais giflé. Papa, cependant, ne bougeait pas. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Peut-être, ai-je répondu. Mais pas autant que je regretterais de me laisser manipuler pour le reste de ma vie. Pour la première fois, papa a semblé incertain. Il a pris le bras de maman, la mettant debout. Il m'a regardé une dernière fois, avec une expression de tristesse et de colère. Mais je m'en fichais. Au revoir, ai-je dit fermement pendant qu'ils sortaient par la porte. Au moment où la porte s'est refermée derrière eux, je me suis laissé tomber sur le canapé, expirant brusquement. Mes mains tremblaient, mon cœur battait fort, mais pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. J'avais dit non. J'étais restée ferme. Je leur avais dit la vérité, chaque partie laide, et ils n'ont pas pu la supporter. Qu'ils me renient. Qu'ils donnent tout à Mélanie. Je m'en fichais. J'avais construit ma vie par moi-même, sans leur aide, et je continuerai à la vivre par moi-même. J'ai de nouveau bloqué leur numéro, sachant que cette fois, c'était définitif. Je n'étais plus leur solutionneur. Je n'étais plus leur bouc émissaire. J'étais libre. 2 semaines après que mes parents soient sortis furieux de mon appartement, j'ai commencé à croire que la poussière s'était enfin déposée. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux, je n'avais vu aucun de leurs messages manipulateurs et je n'avais pas été pris en embuscade par des visites surprises. Je les avais complètement éliminés, numéros bloqués, profils de médias sociaux supprimés et filtres de messagerie configurés pour envoyer leurs bêtises directement dans le dossier de courrier indésirable. Pour la première fois en des décennies, j'ai pensé que j'avais gagné. Puis j'ai reçu la lettre. Elle est arrivée un mardi matin, scellée dans une enveloppe épaisse d'aspect officiel. Quand j'ai vu l'expéditeur, cabinet d'avocats Barrett et Gray, mon estomac s'est rétracté. Je l'ai ouverte, le pouls me battant dans les oreilles pendant que je dépliais le papier craquant de l'intérieur. Monsieur Jake Parker. Cette lettre vous est adressée pour vous demander formellement de vous acquitter de votre obligation morale et familiale d'aider financièrement votre sœur, Mélanie Parker, à la lumière de ses difficultés actuelles. Le défaut de paiement peut entraîner des actions en justice supplémentaires. Sincèrement. Robert Barrett, Esq. Je me suis assis à la table de ma cuisine, stupéfait. Pendant un moment, j'ai pensé que je voyais des visions. Action en justice? Obligation morale? Était-ce une sorte de mauvaise blague? Je l'ai relu, plus lentement cette fois. Mes parents avaient engagé un avocat, avaient payé quelqu'un pour m'envoyer une lettre formelle m'exigeant d'aider Mélanie. C'était absurde. J'ai pris mon téléphone et j'ai immédiatement appelé mon avocat, Dan Henderson.
Dan était un ami de la famille qui avait géré quelques contrats liés au travail pour moi dans le passé, digne de confiance, direct et toujours calme sous pression. Dan, ai-je dit dès qu'il a répondu. Je viens de recevoir une lettre d'un avocat concernant une obligation morale de donner de l'argent à ma sœur. J'ai besoin de ton aide. Il y a eu une pause à l'autre bout avant que Dan ne parle. Tu as dit obligation morale ? Oui. Apparemment, si je n'aide pas Mélanie financièrement, il menace de prendre des mesures juridiques supplémentaires. Dan a ri entre ses dents. Jake, je vais être honnête avec toi, ça n'existe pas. L'obligation morale n'est applicable en vertu d'aucune loi. Il se la pète. Tu es sûr, ai-je demandé, toujours nerveux. Positif, a dit Dan. C'est une tactique d'intimidation. Ils pensent probablement que tu vas paniquer et leur envoyer un chèque. Ne le fais pas. Il n'y a aucun tribunal au pays qui accepte ces bêtises. Le soulagement m'a envahi, mais il a été rapidement remplacé par la colère. Allait-il se rabaisser à ce niveau ? Engager un avocat pour me faire pression jusqu'à la soumission ? J'ai serré la lettre dans ma main. Que dois-je faire ? Ai-je demandé. Je vais rédiger une lettre de cessation et d'abstention, a répondu Dan. Nous la transmettrons à leur avocat. Cela mettra fin à tout ça. Et Jake, bloque-les partout, téléphone, médias sociaux, courriel. S'il te contacte par l'intermédiaire d'un tiers, fais-le-moi savoir. Je m'en occuperai. Merci, Dan, ai-je dit, expirant lentement. Ne t'inquiète pas pour ça, a-t-il ajouté. Ils font des crises de colère et utilisent du papier juridique pour le faire. C'est pathétique. Il ne se trompait pas. Ce soir-là, j'ai suivi les conseils de Dan à la lettre. J'ai de nouveau bloqué les numéros de mes parents, j'ai supprimé mes courriels de leur avocat et j'ai supprimé jusqu'à la dernière trace de ma vie. Puis je me suis assis et j'ai réfléchi à ce qui venait de se produire. Mes parents avaient franchi toutes les limites imaginables. Ce n'était plus seulement de la manipulation, c'était du harcèlement. Ils avaient utilisé un avocat comme arme pour m'attaquer, à leur propre fils, parce que j'avais refusé de nettoyer le désastre de Mélanie. J'étais furieux, mais sous la colère, il y avait une silencieuse sensation de finalité. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils avaient démontré une fois pour toutes qu'ils ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient du contrôle. Je ne leur donnerai plus ça. 2 jours plus tard, Dan a appelé pour me mettre au courant. Ils ont reçu la lettre de cessation et d'abstention, a-t-il dit. J'ai reçu la confirmation de leur avocat. Ils ne te contacteront plus à moins qu'ils ne veuillent risquer une poursuite pour harcèlement. Et qu'en est-il de Mélanie, ai-je demandé. Je ne peux pas parler pour elle, a répondu Dan. Mais si elle essaie quelque chose, fais-le-moi savoir. Je m'assurerai qu'elle n'ira pas très loin. Merci, Dan. Pas de problème, Jake. Tu fais ce qu'il faut. Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. 6 mois plus tard, je ne reconnaissais plus ma vie. Le silence qui a suivi la rupture avec ma famille s'était senti étrange au début. Je continuais à attendre que l'autre chaussure tombe, qu'ils apparaissent au travail ou qu'ils envoient une autre lettre, mais cela ne s'est jamais produit. Ils avaient finalement abandonné. Et sans leur poids constant sur mes épaules, j'ai commencé à me sentir plus léger, mieux. Le travail a décollé de manière inattendue. 3 mois après la confrontation finale, j'ai été appelé au bureau de mon patron. Mon entreprise avait traversé une phase de restructuration et je m'étais tué au travail sur plusieurs projets, essayant de garder une longueur d'avance sur le chaos. Jake, a dit mon patron, se penchant en arrière sur sa chaise. J'ai observé ton travail ces derniers mois. Tu as été une machine. Tu as assumé des projets supplémentaires, tes clients t'adorent et ton équipe n'a jamais été plus efficace. J'ai cligné des yeux, surpris. Merci, monsieur. Nous voulons récompenser ça, a-t-il dit avec un sourire. Que dirais-tu de directeur de projet senior ? Pendant un moment, je l'ai regardé. Directeur de projet senior. C'était une promotion que j'avais attendue en silence, mais que je n'avais pas osé espérer. Ça a l'air génial, ai-je dit, incapable d'empêcher un sourire.
L'augmentation qui est venue avec était suffisamment importante pour que je ne me soucie plus des dépenses imprévues ou des jours de pluie. L'ironie ne m'a pas échappé. Mes parents m'avaient traité de riche alors que je ne l'étais pas. Maintenant, sans eux dans ma vie, je prospérais.